Nous sommes le 30 mars 2017, bonsoir et bienvenue pour le 7-8, les invités avec celles et ceux qui font l'actualité du département. Et aujourd'hui, le docteur Cécile Omnes qui reviendra sur la journée de prévention du suicide organisée dans son établissement à Plaisir aujourd'hui. Comment aider les professionnels? C'est la question à laquelle les spécialistes ont tenté de répondre. Soignants, encadrants, médecins, direction, eux aussi sont victimes. Et puis, Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme, dévoile son plan à l'approche des Jeux de Tokyo en 2020, il vient de tenir une conférence de presse ce matin au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir docteur Omnes. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La 3e journée annuelle de prévention du suicide vient de se tenir dans votre établissement à Plaisir, le centre hospitalier Jean-Martin Charcot. Thématique retenue, la santé au travail en établissement de santé. Comment aider les professionnels? Aujourd'hui, en quelques mots, il y a une grande détresse des professionnels de santé également, même si on en parle finalement assez peu. Je crains que l'année dernière et cette année n'ait hélas révélé à quel point il existe un mal-être dans les établissements de santé, dans des contraintes qui sont de plus en plus importantes, dans des logiques d'injonction paradoxales qui font parfois interroger, même de plus en plus, le sens du travail et des valeurs que les soignants doivent porter, avec des contraintes que nous partageons avec les administratifs et les directions. Donc c'est vraiment une souffrance commune et pour laquelle la question se pose de trouver des modalités d'organisation efficaces avant qu'il n'y ait plus de soignants dans les hôpitaux parce qu'eux-mêmes seront trop malades pour pouvoir effectivement faire leur travail. Alors, la souffrance des soignants s'exprime sous 3 formes, pathologie de surcharge, comportementale, mentale, organique. On ne va pas nécessairement jusqu'au suicide, mais il y a un mal-être et ça a des répercussions sur la santé aussi, vous le constatez? Oui, oui, tout à fait, puisqu'il y a plus d'arrêt maladie, il y a plus de dépression, qui est une maladie mentale, qui se soigne, et donc ça désorganise les services. Et ceux qui ne sont pas encore en difficulté se retrouvent à porter plus lourd. Voilà, enfin, c'est comme dans toutes les entreprises, chaque fois que vous commencez à avoir une spirale négative qui se met en place, c'est de plus en plus difficile de pouvoir trouver des bonnes réponses appropriées. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette situation, cette souffrance au travail des professionnels, du personnel de santé? Vous avez commencé à l'évoquer, il y a des conditions de travail déjà qui ne sont pas optimum. Alors, on n'échappe pas à la logique entreprise, puisque les hôpitaux, depuis très longtemps maintenant, sont traités comme des entreprises, malgré le fait que les hôpitaux publics, en particulier, ont des missions qu'ils ne peuvent pas remettre en cause. Donc, la logique entreprise fait que nous avons les mêmes difficultés que les autres entreprises en tant que telles, et avec la culpabilité aussi des soignants qui font qu'ils ont plus de difficultés à reconnaître leurs propres limites, à reconnaître qu'eux-mêmes pourraient bénéficier de soins alors qu'ils le préconisent à leurs propres patients. Tu veux dire qu'il y a un tabou autour de cette question-là, une autocensure quelque part aussi? Une autocensure, je ne sais pas si c'est un tabou, puisqu'on en parle de plus en plus et que notre ministre de la Santé a pris la mesure de la situation et il y a déjà une dynamique qui est en cours au plus haut niveau. Après, la réalité, c'est que c'est difficile, effectivement, pour les soignants, quels qu'ils soient, de se reconnaître eux-mêmes comme malades et donc possiblement défaillants. Et il y a un retard aux soins, voire une absence de consultation qui est péjorative pour eux. Je vais donner quelques chiffres. 50% des professionnels de santé qui sont ou ont été en burn-out, taux de suicide chez les médecins 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale chez les 30-65 ans. Là aussi, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais il y a une inquiétude aujourd'hui autour des professions, autour de l'avenir des métiers de santé, tout simplement, pour exercer ces professions. Oui, il y a eu une profonde mutation des pratiques de métier de façon générale et la santé n'y coupe pas. Il y a quand même si le nombre de médecins en France est tout à fait suffisant, il y a un défaut de médecins sur le terrain dans les postes les plus difficiles et cette souffrance se ressent de plus en plus. Il faut pouvoir penser la santé autrement, l'organisation de santé autrement et pas uniquement dans une logique financière qui est celle qui est tenue dans le discours. Après, on est d'accord que ce n'est pas la seule qui prévaut, mais c'est celle que l'on entend le plus et qui fait que le sens même du travail au jour d'aujourd'hui, y compris dans les professions de santé, se perd de plus en plus. Aujourd'hui, passez le constat, quelles sont les préconisations et les pistes éventuelles que vous pouvez explorer pour améliorer la situation? Alors, la première piste, c'est de savoir que ça existe et d'en tenir compte.
Après, comme dans toute entreprise, qu'il y ait une volonté commune partagée avec la direction dans un climat de confiance, de façon à pouvoir construire ensemble un bilan partagé, objectif, et derrière dégager des solutions permettant de resituer les pratiques qu'il faut préserver, les choses qu'il faut revoir, quel bien-être peut-on penser aussi pour les travailleurs et pas uniquement pour les usagers, parce qu'effectivement au jour d'aujourd'hui tout est centré sur l'usager du système de soins, ce qui est tout à fait légitime, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des professionnels de santé. Sans rentrer dans des considérations politiques, vous avez le sentiment que les différents programmes qui sont avancés par les candidats aujourd'hui répondent aussi d'une certaine manière à toutes vos attentes? Est-ce qu'on vous prend en considération? Parce qu'on entend aussi parler de cette réduction du personnel global, aussi dans les établissements hospitaliers. On demande de travailler plus. Travailler plus avec moins est une logique qu'on entend depuis très longtemps. Après, les programmes sont ce qu'ils sont. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, je travaillerai avec les réalités. Alors justement, pour travailler avec les réalités, il y a eu ce plan en 2016 lancé par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, plan d'action, 30 millions d'euros consacrés sur 3 ans au déploiement de services de santé au travail. Ça aide à quelque chose? La réalité, c'est que nous n'avons plus de médecins du travail. Donc, de toute façon, il va falloir penser autrement la santé au travail. Les psychologues du travail sont absolument essentiels. Ils ont une place majeure. Ce ne sont pas les seules personnes pouvant effectivement porter les réalités. Il faut pouvoir penser autrement. On est passé au XXIe siècle. Il faut faire une médecine et il faut faire une santé du XXIe siècle. Ça veut dire qu'il faut tout revoir aujourd'hui? Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il faut garder avant de savoir effectivement ce qu'il faut modifier. Ce qui est sûr aussi, c'est que le numérique et la communication virtuelle a profondément modifié les pratiques. Il faut revenir au lien social, il faut rompre les solitudes et les isolements de chacun des professionnels. Il faut revoir les logiques de travail, il faut revoir la possibilité de travailler ensemble et d'avoir envie d'y aller avec le sourire et pas avec la peur au ventre parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver et qu'on ne sait pas si on va pouvoir faire notre travail correctement ce jour-là. Merci Dr Omnes d'être venu en plateau. Je rappelle qu'aujourd'hui se déroulait la 3e journée annuelle de prévention du suicide dans votre établissement. À Plaisir, le centre hospitalier Jean-Martin Charcot, et que vous avez évoqué cette problématique finalement assez peu abordée que rencontre le personnel soignant, également victime de ces difficultés. Merci donc. Merci le 7-8 invité se poursuit, on va parler de sport à présent. Michel Callot, c'est le nouveau président de la Fédération française de cyclisme depuis le 11 mars dernier. Il vient de tenir un premier point presse ce matin, un point presse pour évoquer ses priorités pour son mandat et notamment des enjeux importants tels que les prochaines Olympiades de 2020 à Tokyo. Alors je suis avec Michel Caillot, le nouveau président de la Fédération française de cyclisme. Alors Michel Caillot, comment se sont passés ces derniers jours depuis votre nomination ? Écoutez, Beaucoup de travail, je suppose. c'est effectivement beaucoup de travail dans un premier temps, c'est normal. Il faut découvrir l'ensemble des dossiers, il faut découvrir également l'ensemble des personnes qui travaillent pour la fédération. Donc j'ai pris beaucoup de temps à essayer d'échanger avec chacun pour m'imprégner le mieux possible de l'intérieur, on va dire, de cette fédération, même si je la connais quand même très bien en tant qu'élu depuis maintenant plusieurs mandats au sein du conseil d'administration et puis du conseil fédéral. Pour récupérer une fédération en bon état où il y a du travail. Oui, la Fédération française de cyclisme est d'abord une fédération qui a pignon sur rue, qui est très installée dans le panorama du sport français. Mais naturellement, les choses ont bougé dans cette fédération. L'installation ici au Vélodrome de Saint-Quentin, c'est des sujets pas simples quand même. Et comme vous le dites, il y a du travail, il y a des choses à faire pour l'avenir et pour faire progresser notre sport. Il y a un sujet un petit peu épineux, on peut le dire. La nomination du nouveau DTN, Vincent Jacquet, a été écarté. Pourquoi ce choix ? Alors, comme je l'ai exprimé samedi dernier, Vincent Jacquet est un DTN qui a beaucoup de qualité, d'investissement, de travail. Simplement, entre un président et un DTN, il faut être en parfait accord sur la manière d'animer le projet sportif. Et avec Vincent Jacquet, on a fait le constat qu'on avait cette difficulté à trouver cet accord. Et j'ai donc maintenant à faire le choix d'un nouveau DTN. Et du coup, le nouveau DTN, quelle qualité doit-il avoir ? Alors, le nouveau DTN, d'abord, il doit avoir une première qualité, c'est une capacité à bien connaître l'activité de haut niveau, les activités de haut niveau en matière de cyclisme. Et je souhaite un DTN qui soit issu du haut niveau. Quelqu'un qui aura eu une pratique sportive de haut niveau me semble indispensable.
Ensuite, le DTN, aujourd'hui, dans un contexte comme celui de la Fédération française de cyclisme, ça doit être un manager. Il a une équipe assez importante. Il faut ces qualités de management. Et puis, parce que je souhaite qu'on soit tout à fait en phase avec le DTN, j'ai besoin que ce soit quelqu'un, un homme de dialogue, quelqu'un avec qui on soit en phase sur l'idée que c'est par la concertation qu'on fait avancer les projets, notamment à l'échelle d'une fédération où il faut décliner sur tous les territoires. En plus d'un DTN, vous êtes à la recherche d'un sélectionneur. Alors oui, il se trouve effectivement que Bernard Bourreau a arrêté sa mission de sélectionneur après les derniers championnats du monde professionnels. Donc la démarche là, de recrutement est en cours. On a reçu 11 candidatures et là c'est un choix que je ferai en étroite collaboration avec le président de la Ligue nationale de cyclisme, Marc Madiot. Vous allez centraliser vraiment toutes les disciplines, les élites et les jeunes, ici au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines ou pas? C'est un projet, en tout cas, l'étude? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a à profiter, à faire profiter à nos sportifs le mieux possible de cet équipement assez extraordinaire, notamment avec tous les apports qui ont pu être faits en termes de salles de musculation, de récupération pour les athlètes. On a un outil qui est juste remarquable. On a la possibilité depuis ce site de faire du VTT, de faire de la route, de faire du BMX bien sûr avec le stadium de BMX et évidemment de la piste. Donc il faut que dans notre projet sportif, on trouve le moyen de faire profiter, c'est bien le bon terme, à nos athlètes le mieux possible de ce site. Et la Fédération française est d'ici, aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines. La Fédération a son siège ici, ce qui est en plus très pratique. Ça faciliterait justement le dialogue entre les jeunes, les élites, la Fédération. C'est un élément de cohésion et il faut le faire vivre et c'est pour ça que pour le président de la Fédération que je suis, c'est extrêmement important d'être au cœur du projet sportif et d'en partager l'animation avec son DTN. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs en termes de médailles, de titres sur les prochaines années? On sait qu'il y a les prochains Jeux Olympiques qui sont déjà enclenchés, pour le cyclisme sur piste notamment. Est-ce que vous êtes fixé cet objectif de médaille? Alors c'est un petit peu tôt pour se fixer des objectifs de médailles. Je souhaite d'abord qu'on soit dans la construction de notre projet sportif, dans la construction de la structuration qui est à mettre en place autour de notre projet sportif. Et puis, en temps voulu, on fixera effectivement des objectifs qui exprimeront réellement l'ambition du cyclisme français. Par contre, sur un autre plan que les Jeux Olympiques, concernant les coureurs professionnels, clairement, on doit se fixer l'objectif dans cette Olympiade d'aller à la conquête d'un titre mondial de cyclisme sur route parce que nos athlètes en ont le potentiel. Dernière question, est-ce que vous pouvez rassurer les fans de cyclisme qui nous regardent en ce moment sur Téléfis 78? La caméra est juste là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux les rassurer sur un point précis. Tous peuvent compter sur ma détermination. Ma détermination, elle sera présente pour faire en sorte que la fédération soit un outil le plus utile possible à tous ses adhérents. C'est déjà un point important. Que la fédération se développe auprès d'un nouveau public et puis également, et ce n'est pas le moins, que la fédération amène ses athlètes à performer au plus haut niveau et bien évidemment dans les plus grandes compétitions mondiales et olympiques. Merci Michel Caillot et bon courage. Merci à vous. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités qui reviendra donc lundi pour faire un nouveau point avec ce qui représente le département. Très belle soirée sur notre antenne.